Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session du MOOC d'agroécologie, du live de MOOC d'agroécologie qui va porter sur la transition agroécologique. Et pour répondre aux nombreuses questions et débats qui ont vu le jour sur les forums, nous sommes en compagnie de Sophie Toyer, qui est enseignante-chercheuse à Montpellier Supagro, spécialiste de l'économie agricole et environnementale, et avec Renan Levely, qui est enseignant-chercheur aussi à Montpellier Supagro dans le domaine de la sociologie. Donc nous sommes deux élèves de Montpellier Supagro pour animer ce débat et je laisse Virginie poser la première question. Donc du coup la première question c'était que beaucoup de personnes ont été un peu déçues par le contenu du book puisqu'il n'y avait pas d'après eux assez de choses techniques et pour eux la partie socio-économique était moins importante, moins essentielle et donc qu'est-ce que vous pensez sur cette approche, sur l'importance de cette approche socio-économique dans la transition agroécologique? Qu'est-ce qu'on a à répondre presque Pour défendre, notre semaine. Bon, j'espère qu'il y en a certains quand même ont trouvé aussi de l'intérêt à tout ça. De toute façon, je dirais un peu provocante, on pourrait dire que c'est bien de produire de façon agroécologique, de maîtriser les aspects écologiques, de progresser en termes environnementaux, et ainsi de suite. Mais après, pour un agriculteur, si derrière il ne peut pas valoriser son produit d'une façon ou d'une autre, par le marché et ou par finalement un certain nombre de soutiens publics, je doute qu'il continue très très longtemps. Donc ça marche pour un jardinier amateur qui est content chez lui de faire un certain nombre de choses, mais pour les agriculteurs, il y a ici des questions socio-économiques qui sont essentielles, qui sont les leviers. Alors la semaine, elle s'appelait la transition agroécologique, et effectivement, c'est ici toutes ces actions, cet ancrage politique, ces formes d'insertion dans le marché, elles visent vraiment à penser comment on développe et on va vers ce type d'agriculture. Oui, puis peut-être même au-delà de l'intérêt pour les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils trouvent des marchés, il faut qu'ils trouvent des prix, il faut qu'ils fassent du revenu. Il y a aussi pour tous ceux qui n'ont pas l'intention ni de jardiner, ni d'être agriculteurs, qui ne le sont pas, si vous voulez défendre l'agroécologie, il faut aussi comprendre dans quelle institution, dans quel marché, dans quelle logique de politique publique ça s'insère, parce que c'est comme ça qu'on pèse dessus et qu'on peut avoir un discours qui est entendu. Voilà. Pour les militants. Il y en a un certain nombre. Mais justement là, comme on était sur l'aspect économique de l'agroécologie, il y a d'autres commentaires qui ont été soulevés pour savoir dans quelle mesure est-ce que l'agroécologie pouvait être un levier de création d'emplois. Et qu'est-ce que vous avez à répondre en 2 mots à ça? Alors peut-être ce qu'on peut dire. Alors le problème de l'agroécologie, mais vous l'avez vu tout au long du MOOC, c'est que derrière se cache un grand nombre de systèmes agricoles. Et donc c'est difficile de pouvoir donner un chiffre pour l'ensemble pour toute cette diversité-là. Mais enfin quand même, un des points communs qu'on retrouve quand même assez régulièrement, c'est que les systèmes agroécologiques créent plus de valeur ajoutée à l'hectare, en fait, potentiellement. Ils sont très intensifs de ce point de vue-là, positivement, mais ils créent de la richesse là-dessus. Et ils sont aussi, finalement, très exigeants en termes de temps de travail. Alors, ce n'est pas forcément de la main-d'œuvre où on va sarcler à la main, c'est aussi ça, mais c'est aussi du temps de réflexion, d'observation, etc. Donc, ces deux éléments-là mis ensemble veulent dire qu'on peut peut-être créer plus d'emplois par unité de terre, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'agroécologie, elle s'adapte, c'est même sa principale caractéristique, et elle s'adapte aussi à des environnements qui sont, on va dire, délaissés par l'agriculture conventionnelle, parce qu'il n'y a pas d'avantage comparatif à faire de l'agriculture rentable, on va dire, dans les moyens conventionnels, dans des zones défavorisées, de montagnes, éloignées des marchés, etc. Et peut-être que l'agroécologie a une niche ici. Donc on peut espérer que l'agroécologie crée aussi de la valeur ajoutée dans ces types de territoires-là. Et puis ajouter aussi, si on considère, comme on l'a fait, après tous les volets finalement sur les circuits de distribution qui font aussi partie du projet quand même agroécologique, là aussi ce sont plutôt des formes d'organisation qui créent de l'emploi. Alors un emploi qui, effectivement, tu as raison de le dire, est aussi complexe parce que c'est compliqué, c'est des longues semaines de travailler dans ces systèmes-là où on fait finalement tout plein de tâches agronomiques et puis
agricole, et puis il faut ensuite aller préparer ses paniers, puis ensuite aller au marché, se lever à 5 heures du matin, bon, pour faire tout ça. Donc, il pourrait aussi travailler sur la qualité de l'emploi. Enfin, il y a des vrais sujets, je dirais, en pour et en moins, quoi, à travailler sur vérifier tout ça. Mais oui, si on prend l'agroécologie comme l'ensemble du système, il y a tout plein de leviers de création d'emplois, quand même. Aussi sur les aspects commercialisation, transformation même. Hein, on peut aussi souligner ça. Donc du coup, la prochaine question, c'est concernant l'éducation, puisque beaucoup d'internautes ont dit que l'éducation était un outil majeur dans la transition agroécologique. Et donc, d'après vous, quelle est la part de l'éducation dans cette transition ? Là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il y a un enjeu d'éducation. Et je pense que l'ensemble du MOOC le montre bien. À chaque fois qu'on a pu évoquer finalement des enjeux, que souvent on a dû appeler, nous, nos collègues, des enjeux cognitifs finalement, de connaissances. Donc, qu'on raisonne à l'échelle finalement de l'agriculteur qui doit connaître de nouveau un certain nombre de choses finalement auxquelles soit il n'a pas été formé, soit qu'il a finalement presque oublié puisque les systèmes se sont d'une certaine façon simplifiés avec la modernisation agricole, mais aussi même pour les consommateurs. Il y a une partie effectivement de cette idée avec le projet agroécologique que les consommateurs redécouvrent la saisonnalité des productions agricoles, peuvent redécouvrir aussi des légumes, des productions qui sont régionales, qui sont ces fameux légumes oubliés, quoi, le terme n'est pas anodin. Donc c'est vrai qu'au cœur de tout ça, il y a une question d'éducation, pourquoi pas aussi de sensibilisation, faire prendre conscience aux urbains finalement des conditions de production, de ce qu'ils mangent. Donc tout ça est probablement extrêmement important. Et donc il y a ici un levier qui est fort. La seule limite que je vois dans un raisonnement comme ça, ce serait un raisonnement qui finalement surestime l'importance de ce facteur-là. Et notamment qui surestimerait un raisonnement en termes de il faut sensibiliser, éduquer, ça va passer. La sensibilisation et l'éducation, les connaissances, elles se font aussi souvent dans l'action. Et du coup, c'est aussi en faisant souvent, et d'ailleurs on le voit bien dans toutes ces innovations agroécologiques, c'est aussi en faisant qu'on prend conscience d'eux, qu'on comprend, ainsi de suite. Et du coup, oui, c'est bien d'aller expliquer tout ça à l'école, mais c'est aux enfants, ainsi de suite, mais c'est aussi très très bien de l'expérimenter, je dirais, mettre les mains dans le cambouis et puis d'en tirer un certain nombre de résultats. Voilà. Donc oui, à l'éducation, mais une éducation, je dirais aussi en pratique, quoi, en action. Peut-être pour rebondir un tout petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, le mot éducation, il a une résonance un petit peu top-down. Il y a un savoir qui est apporté à celui qui doit être éduqué. Or, en fait, vous l'avez vu, dans tous les principes de l'agroécologie, il y a aussi beaucoup d'importance donnée à tout ce qui sont les réseaux d'échange de pratiques, de pouvoir échanger sur sa propre expérience et l'expérience de l'autre, donc de co-construction d'un savoir qui vient aussi de l'expérience et de la base. Voilà. Donc, effectivement, et la logique des GI2E, par exemple, des groupes d'intérêt économique et environnemental qui avaient été montés par le ministère français, mais précédent, allait un petit peu dans ce sens-là aussi. Ça peut permettre aussi l'innovation. Merci pour cette réponse. Sur les forums, il y a beaucoup d'internautes qui sont très militants et qui tiennent des propos très militants. Et donc, il y avait une question, une remarque surtout, qui opposait finalement l'agroécologie au macrosystème économique, d'après ses propres mots, et dont la tendance actuelle serait un enrichissement des intermédiaires et des distributeurs aux dépens des producteurs et de la terre. Et donc, quels éléments pourriez-vous apporter pour nuancer un peu ces propos ? Ces propos, ils sont fréquents, et puis sur plein d'autres sujets, on voit des oppositions fortes comme ça. Enfin, je pense par exemple, si on décline des sous-ensembles au sein du projet agroécologique, enfin bon, je ne sais pas si vous les avez sous-ensembles, mais par exemple le commerce équitable versus commerce conventionnel, agriculture biologique ou permaculture, peu importe, versus agriculture conventionnelle, pourquoi pas slow food versus fast food. Enfin, on a le discours est plein de toutes ces oppositions-là et qui du coup d'ailleurs développe tout un argumentaire cohérent en fait qui explique un modèle d'agriculture versus un autre. Bon, moi je n'ai pas grand-chose à redire là-dessus en tant qu'élément mobilisateur, c'est-à-dire c'est quand même des discours qui font que les choses bougent, que les gens
s'impliquent dans des démarches, que voilà. La pratique, après, elle est souvent, quand on regarde un peu de près, beaucoup plus hybride, en fait, quoi. C'est-à-dire, dans la pratique, on va voir que... Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur l'approvisionnement local de la restauration collective, l'approvisionnement en produits locaux. Que parfois, ça marche bien parce qu'on s'appuie sur, justement, ces méchants intermédiaires. Voilà. Et c'est-à-dire, en travaillant avec des grossistes du territoire, voire en travaillant avec ces gros méchants que sont les grandes sociétés multinationales de la restauration collective, parfois ces grossistes ou ces sociétés-là, elles s'avèrent être quand même sacrément efficaces. Et si on travaille de façon, je dirais, intelligente avec elles ou avec eux, pas forcément à être uniquement à chercher à s'enrichir sur le dos des petits producteurs. Certaines voient aussi l'intérêt à satisfaire, en l'occurrence, une demande, par exemple, en produits locaux, mais à le faire aussi de façon relativement durable, à tout point de vue, dans le temps, et puis aussi en termes d'équité, des relations commerciales. On trouve quand même ce genre de choses-là. Voilà. Donc, autant effectivement ces oppositions, elles peuvent être mobilisatrices, autant en pratique, je trouve que ça vaut le coup des fois de ne pas être aussi, je dirais, trop borné par ces oppositions-là, dans ce qu'on va voir et ce qu'on va envisager. Des fois, à vouloir aussi tout construire à côté du système dominant, on se retrouve à devoir résoudre des multitudes de problèmes, alors que, et sans les compétences, sans les capitaux, sans les investissements, alors que, en se greffant un petit peu avec certains rouages du système conventionnel, on résout quand même beaucoup de ces problèmes-là, parce qu'ils savent faire, quoi, parce qu'ils les ont déjà résolus, ces problèmes-là. Donc, voilà, je pense il n'y a pas tout à jeter de ces discours-là, mais il faut aussi après les passer en action, quoi. Oui, bon après, c'est une vision de l'agroécologie. Hein. Vous avez bien compris, je pense que dans la première partie du MOOC, c'était présenté, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui voit l'agroécologie comme un système social complètement alternatif. En fait, en opposition au système qu'on a actuellement, économique qu'on a actuellement, capitalisme, etc. Donc, peut-être un peu porté qui porte une vision même, je dirais même, des valeurs morales différentes, une vision sociale différente. Et donc, évidemment que la question se positionne dans cette mouvance-là, peut-être la mouvance un peu terre et humanisme, qui peut être portée, y compris par Pierre Rabhi, des gens comme ça, et qui, effectivement, sont utiles pour penser autrement. Après, il y en a bien d'autres, des visions de l'agroécologie. Celle qui était portée par le ministère de l'Agriculture, c'était une agriculture qui finalement, repose mieux sur les 3 piliers que sont l'environnement, le social et aussi l'économique. Hein, la triple performance, c'est un petit peu ça qui a été défendu. Et dans ce cadre-là, on voit bien mieux s'insérer un modèle d'exploitation agricole qui fait évoluer ses pratiques et ses systèmes agricoles, mais en s'insérant dans le cadre économique actuel, et en tout cas en utilisant, en actionnant les leviers intéressants de ce cadre-là, comme l'évoquait Ronan. Alors du coup, pour rebondir sur les politiques publiques, beaucoup d'internautes ont pointé le doigt sur l'incongruité des politiques agricoles sur les pratiques agricoles. Et donc par exemple, on a imposé, lors de la Révolution verte, on a imposé aux agriculteurs un remembrement avec une intensification des productions, mécanisation importante. Et donc, depuis quelques années, on a l'impression qu'on revient un peu sur cette révolution verte en disant non, il faut arrêter la monoculture, repasser sur un mode de culture plus diversifié. Et donc, comment les agriculteurs peuvent-ils faire toujours confiance aux politiques agricoles qui ont toujours l'impression d'être en opposition les unes avec les autres et donc du coup en opposition avec certains agriculteurs? Alors la révolution verte, c'est plutôt ce qui s'est passé dans les pays du Sud, on est d'accord, et il y a aussi cette évolution-là, mais plus simplement, plus près de chez nous, d'ailleurs je crois que l'internaute faisait aussi référence à ça, rien que l'évolution de la politique agricole commune pour l'ensemble de l'Europe, il a parfaitement raison de dire qu'il y a 40 ou 50 ans, on a promu la mécanisation, l'intensification, la simplification des systèmes, parce que ce qu'on recherchait, c'était plus de productivité de la terre, plus de productivité du travail, plus de revenus pour les agriculteurs. Et ça s'est traduit par, effectivement, une forme d'injonction ou d'accompagnement financier fort à remembrer, arracher les haies, utiliser plus d'intrants chimiques, moins d'autonomie, donc voilà. Et puis, on a ce retour en arrière qui est plus marqué, déjà, on va dire depuis 1992, mais encore plus depuis 2014. Et c'est vrai, j'ai entendu beaucoup d'agriculteurs dire, mais alors, vous nous avez dit il y a 30 ans de faire quelque chose, et maintenant vous nous l'interdisez, et vous nous dites de faire le contraire.
diversifier, replanter des haies, sauvegarder vos mares. C'était l'inverse. Donc oui, en même temps, il y a 30 ans entre les deux. La demande sociale a évolué. On a découvert les conséquences négatives du système qu'on a promu il y a 30 ou 40 ans. On ne les avait pas forcément envisagées ou anticipées à l'époque. De la même manière que pendant longtemps, on a porté au pinacle le Fordisme dans l'industrie, et puis que maintenant, on revient à une autre forme, on essaye en tout cas, d'organisation du travail dans le milieu industriel. Ce qui est peut-être plus important, c'est le fait que le rythme des réformes, par exemple de la politique agricole commune, s'est accéléré dans les dernières années. C'est-à-dire que maintenant, on est quasiment à une réforme tous les 6 ans. Et que, par exemple, pour cette dernière réforme-là, on est aujourd'hui en train de parler de la réforme de 2020, alors que la réforme de 2014 a à peine été comprise et mise en place, que les agriculteurs subissent des retards de paiement. Et ça, je comprends. Quand on est un agriculteur, on est aussi, bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais aussi quelque part un entrepreneur. On investit, on a besoin de savoir, d'avoir de la visibilité sur l'avenir. Et quand une grande partie de son revenu dépend des aides publiques, ne pas savoir comment les aides publiques, les conditions d'octroi de ces aides vont évoluer l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est extrêmement compliqué. Ça devient très perturbant et problématique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait que les dispositifs de soutien aux agriculteurs, je parle toujours de la politique agricole commune, qui est celle que je connais le mieux, sont souvent contradictoires en eux-mêmes, vis-à-vis de l'agroécologie, par exemple. C'est-à-dire que d'un côté, on va accorder une aide à l'hectare aux agriculteurs, donc quelque part leur donner un soutien qui fait que une forme d'assurance contre le risque. On sait qu'on touchera cette aide-là chaque année, quoi qu'on fasse et quoi qu'il se passe, quels que soient les rendements. Donc ça nous incite, pour un agriculteur, ça l'incite à prendre des risques. L'incite à prendre des risques, c'est par exemple moins diversifier ses cultures, parce qu'on peut se le permettre. Et de l'autre côté, on lui dit « Ah non, 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 il faut que tu diversifies parce qu'il faut un petit peu d'environnement. » Et donc, on va lui imposer une règle verte de l'autre côté. Donc, on a 2 dispositifs qui sont finalement, alors de façon indirecte, mais contradictoires. Et on répare parfois avec les instruments, pour ceux qui connaissent la PAC, du pilier 2, les erreurs qu'on induit par le pilier 1. Voilà. Et ça, il y a un vrai effort que la Commission européenne, les parlementaires et le Conseil des ministres, puisqu'ils vont devoir discuter de la PAC 2020, doivent faire sur ça, sur la mise en cohérence des instruments de politique publique, en particulier vis-à-vis de l'environnement. Puis il ne faut pas oublier, par rapport au premier point que tu signalais, qu'il y a un certain nombre de transitions qui sont celles plutôt des systèmes agroécologiques qui, en termes agronomiques, s'opèrent sur des tas d'années, en fait. C'est-à-dire, on fait des rotations sur des cycles relativement longs. Et on voit là tout le décalage, effectivement, entre je décide, voire j'investis aussi, on peut avoir besoin de matériel spécifique. Je décide aujourd'hui d'un certain nombre d'inflexions parce qu'on m'y pousse, mais je ne suis pas bien sûr que dans 2 ans, je n'aurais pas investi pour rien là-dedans, ou bien finalement, je n'aurais pas mieux fait de continuer à faire de la monoculture, quoi. Donc, cette prévisibilité, pour les agriculteurs, elle est effectivement problématique. Ce manque de prévisibilité, c'est un frein aux transitions agroécologiques, même pour ceux qui voudraient les faire, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Merci. Tant qu'on parle des freins à la transition agroécologique, d'autres internautes se sont posé la question de savoir si toutes ces pratiques agroécologiques qu'on montre dans le MOOC ne sont pas plutôt adaptées à des petites exploitations, et finalement, est-ce que les grosses exploitations avaient leur place dans cette transition agroécologique, et comment les incitations économiques à la transition agroécologique pouvaient aussi aider les grosses exploitations? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous apporter? La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les grosses exploitations ont absolument besoin d'être aidées? Bon. Je vais faire une autre... Enfin, le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle agroécologie, encore une fois. Je pourrais vous faire la réponse que pourrait faire un membre du Parlement européen, par exemple, qui serait de dire, mais si, on a beaucoup aidé les grosses exploitations en Allemagne à faire de l'agroécologie. On a versé des millions pour aider à la méthanisation dans ces grosses exploitations-là. Et d'ailleurs, si elles sont rentables aujourd'hui, si même parfois elles concurrencent les exploitations françaises dans l'élevage, c'est parce qu'elles ont investi massivement dans la méthanisation. Et la méthanisation, c'est l'agroécologie. Parce que certains vont porter cette vision-là. D'accord? Donc, ça c'est la première réponse que je peux faire. Après, c'est vrai, il me semble quand même, encore que pour le bio ça a évolué, mais pour le bio c'est peut-être comme ça aussi au démarrage. Pour l'agroécologie, c'est un peu pareil. C'est souvent les petites exploitations qui démarrent sur ce projet de transition agroécologique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très intensif en temps de travail. Et donc, c'est difficile de l'organiser à l'échelle d'une grande exploitation, et surtout pour les types de systèmes qui souvent ont été adoptés
par des grandes exploitations, c'est-à-dire la grande céréaliculture ou l'élevage relativement intensif, par exemple. La dernière chose, c'est que comme on veut que l'agroécologie soit très adaptée à des microsystèmes agronomiques locaux, bien évidemment, c'est plus facile de le faire à une petite échelle qu'à une très large échelle. Donc du coup, certains internautes ont plutôt soulevé l'idée que l'agroécologie pouvait ou devait valoriser les savoir-faire français, les savoir-faire locaux, pour les rendre plus compétitifs vis-à-vis du marché, que ce soit intérieur en France ou même à l'extérieur, hein, sur l'étranger. Donc une des propositions qui serait de mettre en place un cahier des charges pour les productions agroécologiques. Et donc du coup, cela, d'après vous, ne risquerait pas de catégoriser des pratiques agroécologiques, alors que justement ces pratiques agroécologiques doivent être adaptées à chaque milieu, à chaque contexte. Et donc comment essayer de répondre à ce problème là, quoi. Alors moi j'ai déjà envie de souligner que ce genre de choses-là existe déjà en fait quand même. C'est pas, surtout si on entend par cahier des charges finalement quelque chose qui serait pas des standards, des règles comme sont celles de l'agriculture biologique, mais qui peuvent être aussi des principes un peu plus généraux. On voit, enfin, par exemple, le Nature et Progrès développe un référentiel, un cahier des charges. Et si je pense par exemple même à ce qui est évoqué ici, c'était aussi tout le projet, enfin, c'est toujours le projet de biocohérence qui a été développé par un certain nombre d'opérateurs issus du monde de l'agriculture biologique, au moment où la réglementation européenne a changé et, pour tout dire, a finalement relativement affaibli le niveau des standards. Et donc là, on a une initiative qui est nationale. Moi, j'avais même entendu, alors je ne sais pas du tout où ils en sont, mais il y a quelques mois, il était question que Biocohérence change de nom et fasse apparaître le mot France dedans. En fait, pour les consommateurs aussi, alors ça poursuit aussi cet objectif-là, que les consommateurs, y compris français, parce que là, je ne sais pas si la personne imaginait des marchés d'export ou français, mais vous voyez comme moi combien le Made in France est aujourd'hui vanté quoi, autour de tous nos produits agroalimentaires. Il apparaît dans la publicité, ainsi de suite. Donc faire apparaître aussi aux consommateurs un peu soucieux et de la qualité de la bio qui viendrait de l'étranger, et puis tout simplement du développement Made in France, ainsi de suite, il y aurait cette possibilité-là. Alors après, ça ne répond pas effectivement complètement à l'interrogation, à l'inquiétude de savoir est-ce qu'on ne va pas finalement affaiblir les démarches avec des référentiels qui sont trop normés, qui empêchent finalement de s'adapter aux spécificités territoriales, ainsi de suite. Effectivement, la question, elle mérite d'être posée. Et là aussi, j'ai envie de vous dire, il existe aussi des cahiers des charges finalement privés, hein, enfin, c'est le cas aussi de Biocohérence, hein, ce n'est pas des cahiers des charges des réglementations publiques, qui ont été développés par des organisations de producteurs bio également, qui finalement cherchent tant bien que mal, je dirais, parce que ce n'est pas évident pour elles de le faire savoir, à différencier aussi leurs produits, en disant nous on ne fait pas que de la bio, on fait les cahiers des charges de la bio, mais en plus on est 100% bio par exemple, on interdit que nos adhérents soient mixtes bio conventionnels, interdisent certains intrants qui sont pourtant autorisés dans le cahier des charges bio. Voilà, toute une série d'autres démarches comme cela qui vont ajouter. Et là, effectivement, c'est plutôt des initiatives de groupements de producteurs qui se font à l'échelle, imaginons, une région à la mode ancienne, c'est-à-dire 2, 3, 4 départements, mais pas plus, quoi. Et aussi, ça vient des adhérents eux-mêmes, quoi, des producteurs eux-mêmes qui disent finalement, c'est ce genre de choses sur lesquelles on veut progresser. Et on peut imaginer que, c'est le cas d'ailleurs en Loire-Atlantique, ils n'aient pas exactement le même cahier des charges à Bio-Loire-Océan qu'en Bretagne pour la PFLBB, où ils vont avoir finalement des préoccupations qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, à la fois, c'est vrai, hein, et puis on le montre dans cette semaine, le cahier des charges, c'est un outil qui peut être réducteur, qui peut amener finalement à se caler sur un certain nombre de minimums. À la fois, dans les cas que j'évoque tout de suite, c'est aussi un outil quand même qui permet à un collectif de se motiver pour affirmer une démarche spécifique. Parce que c'est même, imaginons dans ces groupes-là, au début, ils ne sont pas tous au point sur l'ensemble de ce qu'ils rajoutent dans leur cahier des charges privé. Et puis finalement, le fait qu'ils se décident, ok, on va faire ça, ceux qui ne le sont pas tout de suite, ils vont être accompagnés par les autres, progresser aussi. Donc
il y a du bon quand même dans ces logiques de cahier des charges. Ce qui est intéressant, c'est que tu racontes ça, mais du côté de l'offre, quasiment uniquement. Oui, et je pense que tu n'as pas tort. C'est-à-dire que normalement, c'est de là que le cahier aussi, des charges, ça te permet de garantir un label, et un Tout à label fait. qui te permet de garantir une qualité avec tous ces attributs à un consommateur qui, du coup, achète cette qualité-là ou paye plus cher pour cette qualité-là dans son ensemble. Or, en fait, la multiplication des labels, on est toujours un peu inquiet de ça. C'est-à-dire qu'après, le consommateur ne sait plus la lire, ne sait plus la voir, ne sait plus la... Mais à la limite, c'est même plus tellement ça le problème, si j'entends bien ce que tu dis. C'est-à-dire que presque, quelque part... Ils le font même pas pour ça, j'ai envie Mais de c'est dire. ça, En l'occurrence, ceux auxquels je pense, ils le font pas pour ça. En plus, il faut voir que par rapport à un raisonnement comme celui-ci, le client de mes organisations de producteurs, c'est pas vous et moi, c'est plutôt le réseau Biocop en fait. C'est-à-dire c'est lui qui distribue après leurs produits, c'est lui qui leur achète concrètement leurs produits. Et donc le réseau Biocop passe ou pas l'information à ses consommateurs, mais en tout cas, globalement, vante une bio de qualité qui va au-delà des standards, ainsi de suite. Donc c'est plus à ce niveau-là, à la limite, que se joue la valorisation supplémentaire du produit, face non pas au consommateur final, mais au distributeur. C'est intéressant. Cette initiative-là, elle existe peut-être même de manière encore plus ancienne dans le secteur du vin, en fait. Ah oui. Où, au-delà du bio, ensuite, ils ont les coopératives viticoles, en particulier dans le sud de la France, ont inventé ou créé leur propre cahier des charges avec un certain nombre d'autres dimensions, et pas strictement non plus que des dimensions de pratique ou pas que environnementales, et que finalement, c'était plutôt dans la préoccupation de garder leur marché dans une vision plutôt business to business, c'est-à-dire que ceux à qui ils s'adressent, ce sont ceux qui leur achètent par exemple leur vin en vrac pour pouvoir ensuite le mettre en bouteille, les négociants, voire la grande distribution. Donc il y a des initiatives aussi intéressantes dans ce domaine qui ressemblent à ce que tu racontes, plutôt pour les produits alimentaires. Les fruits et légumes, vin, là, en fait, c'était fruits et légumes. Merci. Et donc une dernière question, pour finir, une petite question qui concerne les petites actions. Donc il y a beaucoup d'internautes qui commentaient sur le fait qu'ils avaient l'impression que chaque petit geste qu'on faisait pour l'agroécologie ou pour des choses comme ça était noyé dans la grande masse du courant en marge. Et donc quel conseil vous pourriez donner à ces internautes pour se sentir mieux? Small is beautiful. L'effet papillon. Non, mais voilà, il y a même le colibri de Pierre Rabhi, je crois que c'est ça la métaphore aussi. Donc, bon, alors pour partie c'est ça, mais je pense qu'ils le savent aussi bien que nous, c'est-à-dire la somme peut jouer. Après, je pense que oui, sur se poser aussi ce genre de questions, c'est pas s'exonérer, ça veut dire qu'on s'exonère pas de dire qu'il faut aussi penser à agir à d'autres niveaux, quoi. C'est-à-dire c'est bien de faire son compost pour son jardin, soi, etc., ou de participer à une AMAP, etc. Le fait, par exemple, qu'on ait parlé beaucoup de politique publique maintenant, et puis toute la semaine, c'est pas un hasard, quoi. Il y a un moment où les AMAP, je sais pas trop quoi, enfin, ça suffit pas. Enfin, c'est utile, c'est très bien. Mais la PAC, ça a aussi son importance, quoi. Ça a aussi un autre poids, quoi. Donc, oui, là, on peut cumuler les deux. Hein. Puis c'est parfois en rentrant dans une AMAP qu'on se sensibilise à ces questions-là et puis qu'on milite après pour la réforme de la PAC. Enfin, donc, ouais. Oui. Et puis je pense qu'aussi faire ça... Alors il y a deux choses. Nous, on parle souvent de l'effet norme sociale, c'est-à-dire que la norme sociale, elle se construit aussi par ces petites actions qui font qu'à un moment donné, eh bien, on le voit bien dans le cas du bio, quoi. D'un seul coup, on a observé il y a 2 ans ou même 1 an ce renversement où avant consommer bio, c'était être un petit peu à l'écart, être un petit peu différent des autres, et que presque maintenant, ça devient presque la norme de consommer bio. Hein. Et on le voit, et là, l'offre est là pour y répondre à cette demande qui explose. On a eu une augmentation très forte des surfaces plantées en bio en Europe et en France en particulier. Donc ça a de l'importance. Après, le faire savoir sur les réseaux sociaux, y compris même la politique agricole commune finance un certain nombre de sites web ou de mise en relation de ceux qui pratiquent certaines formes d'agriculture, l'agriculture notamment, le réseau rural européen, il prend sa part aussi de ce genre de choses. Le projet européen d'innovation sur l'agriculture va aussi beaucoup promouvoir les actions agroécologiques. Donc c'est des petites actions, mais mises bout à bout et présentées, finissent par donner une forme d'élan. Et cette forme d'élan-là, on va la retrouver dans les réponses que font, si on continue à parler de la PAC, parce que bon, la PAC en France, c'est 10 milliards d'euros par an. D'accord, donc ça compte.
Cette forme d'action-là, on va la retrouver parce que la Commission européenne fait des consultations du public européen régulièrement pour savoir qu'est-ce que les citoyens européens attendent de la politique agricole commune. Et dans la dernière, dont les résultats ont été donnés en juillet dernier, très fortement, l'environnement est mis en avant, les questions de santé aussi pour les habitants et pour les consommateurs. Et donc, forcément, derrière, la Commission européenne est obligée de faire des propositions de réforme qui vont dans ce sens-là. Donc, je suis d'accord, il faut pouvoir agir à tous les bouts de la chaîne en fonction de là où on se situe aussi. Merci pour votre réponse. Du coup, c'est la fin du dernier live de ce MOOC. Et merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci. Merci.